Bien, bon. Ah. C'est bon, tout le monde m'entend? Tu peux regarder sur... Bonsoir à toutes et à tous. Pour ce conseil municipal du 1er décembre, comme d'habitude, je vais faire l'appel. Donc moi-même présent. Je signe tout de suite. Hop. Monsieur Padeloup. Présent. Jessica Drouet. Présente. Thomas Alberstadt. Présent. Fatima Elouari. Présente. Sébastien Martin. Présent. Zora Imad. Présent. Marie-Noël Archambault. Présent. Blanche Gall, bon, en théorie, elle sera en retard. Jacques Varlet a donné pouvoir à Madame Nold. Isabelle Anctin. Présente. Corinne Ringeval. Présente. Isabelle Bento a donné pouvoir à Monsieur Padeloup. Vincent Planche. Présent. Adam Bakraklik. Présent. Frédéric Bregueville. Présent. Guillaume Chabrier. Présent. Emmanuel Avril, pour l'instant, elle est absente. Joseph Da, pareil. Dina Varejao Gomez a donné pouvoir à Madame Elouari. Jade Mouton-Godin a donné pouvoir à Monsieur Alberstadt. Gisèle Papa. Présent. Fabien de Biasi m'a donné pouvoir. Lornold. Lassana Dichan. Nelly Go. Pierre-Yves Pinchot. Présent. Comme d'habitude, chers collègues, je vous passe la feuille de présence pour signer. N'oubliez pas de signer là où vous avez pouvoir. Avant de démarrer ce conseil municipal, nous devons, comme d'habitude, nommer un ou une secrétaire de séance. Je vous propose, comme d'habitude, le Benjamin, c'est-à-dire Thomas Alberstadt. Thomas, acceptes-tu cette lourde mission? Oui. Merci, bravo Thomas. À l'ordre du jour, aujourd'hui, en conseil municipal, nous avons, comme d'habitude, en point d'information, les comptes rendus des décisions du maire. Avez-vous des questions sur ces décisions? Madame Nold. Je voudrais, parce qu'il y a une délibération, une décision qui concerne la patinoire. Je voudrais savoir combien y a-t-il eu de tickets vendus l'année dernière? Oh, alors là, j'ai pas la réponse. Monsieur Martin, vous l'avez ou pas? Non, on ne sait pas. Je vous répondrai ultérieurement, Madame Nold, je n'ai pas cette réponse. D'accord, j'attends la réponse. Merci. Bien, une fois que ces points d'information sont passés, nous passons aux délibérations. Le point numéro 1, il s'agit d'adopter le procès-verbal de la séance du 29 septembre. Des demandes de précision, de modification sur ce procès-verbal? Non, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité, je vous remercie. Point numéro 2, il s'agit d'un appel à projet pour le devenir du 70 rue Nationale. Et pour ce point numéro 2, nous noterons l'arrivée de Madame Gall.
Alors, chers collègues, pour rappel, la commune est devenue propriétaire du bien au 70 rue Nationale au terme d'une procédure de vacance de bien 100 mètres. Cette ancienne ferme n'a pas été entretenue depuis des années et a subi des dommages très importants, la rendant totalement inhabitable en l'état. Elle constitue ainsi une charge pour la commune qui n'a aucune visée ni besoin particulier dans lequel cette propriété pourrait s'inscrire. Néanmoins, compte tenu de son caractère ancien d'une part et de son implantation au cœur du village, qui est dense, d'autre part, il n'est pas concevable de procéder à une simple vente de ce bien sans pouvoir en maîtriser son sort. Aussi, il est donc proposé de faire un appel à projet. Ce dispositif permet d'ouvrir à tout porteur de projet la possibilité de candidater pour l'achat de ce bien, dans le respect de quelques objectifs définis par la collectivité, tels que précisés dans le document joint à la convocation. Une fois que le projet est étudié puis présenté au propriétaire limitrophe, il sera soumis, bien évidemment, au conseil municipal de le valider. Ainsi, considérant que la commune est devenue propriétaire de ce bien, considérant que cette propriété très ancienne et non entretenue est inhabitable en l'état, considérant que les finances communales ne permettent pas d'envisager une réhabilitation de ce bien, qui ne répond par ailleurs à aucun besoin communal particulier, considérant que la localisation de ce bien au sein d'un ensemble dense et ancien ne permet pas d'envisager une revente sans maîtrise de son devenir, considérant par conséquent que la commune entend ouvrir à tout candidat la possibilité de proposer un projet sur ce bien, considérant que ce projet devra s'inscrire dans le respect du caractère ancien et résidentiel du quartier, il vous est proposé, chers collègues, d'approuver le lancement d'un appel à projet pour le devenir du 70 rue Nationale, conformément aux dispositions du règlement qui a été joint à la convocation. Des questions ? Je voudrais savoir dans quelle commission a été discutée cette délibération. Du coup, en affaires générales. Ah, pas urbanisme ni travaux, non. C'est plus facile En dans affaires générales. sphère générale, d'accord. Par contre, vous dites qu'il faut définir ce projet, mais je trouve que ce n'est pas du tout précis, parce que soit on fait une rénovation, soit on propose une architecture nouvelle, donc c'est-à-dire qu'on rase, et qu'on essaye de conserver le porche serait apprécié, la conservation du porche serait appréciée, mais il n'y a rien de bien défini, de bien borné dans cet appel à projet. En fait, Madame Nold, pour qu'il soit... Alors, je rappelle bien évidemment que tout ça s'est passé en commission et que les élus minoritaires sont représentés dans la commission Affaires Générales, comme dans toutes les commissions par ailleurs. Et l'idée de faire... La minorité telle qu'elle a été créée en 2020 lors des élections. Après, libre à vous d'échanger ou pas, mais ceci n'est pas de mon fait. Maintenant, l'appel à projet, il ouvre justement, enfin, il nous a évité de lancer un cabinet d'architectes qui va étudier la faisabilité, etc., etc. L'idée, c'est qu'on ne dépense pas d'argent sur ce sujet. On laisse chaque personne, chaque porteur de projet, venir voir et nous proposer des choses. Bien évidemment, comme on l'a écrit dans le projet, on veut garder le Porsche. Maintenant, si un porteur de projet dit « je vous refais un Porsche à l'identique », bah, ils ont fait un Porsche à l'identique. On ne peut pas se fermer à l'idée. Nous, ce qu'on a mis, c'est nos souhaits. Après, chaque porteur de projet, vous savez que dans le bâtiment, à la fois, on peut tout faire, mais tout à un coup. Chaque porteur de projet viendra nous voir avec un projet qui, au vu de son emplacement, devra s'intégrer et répondre à ces conditions. Voilà. Mais pour être plus précis, si on avait voulu être plus précis déjà, on se serait enfermé dans un projet. Imaginons, j'aurais dit, bon, bah, on veut un restaurant et puis 2 appartes. Bah, on s'est enfermé dans... Et puis ça tombe, c'était pas possible parce que avec 3 appartements, le business model aurait mieux tourné. Oui. Enfin, vous voyez, mais pour être aussi précis que ça, il aurait fallu bah, déjà faire passer un plan de bornage, donc c'était un géomètre, c'était 1 500 €, faire travailler un architecte, un économiste de la construction, c'était peut-être un billet de 10 000 ou un billet de 15 000. Enfin, c'était pas le but. Le but, c'est de dire, on fait un appel à projet, on ouvre les choses, chacun viendra visiter le bien, fera ses études à ses frais, et nous, enfin, on verra combien on a de candidats, et la prochaine municipalité fera passer en conseil, avec concertation des riverains, pour voir quel projet est le plus intégré à Mézières. Voilà. Cet appel à projet est ouvert aussi aux promoteurs ? Bah, ça dépend ce que vous appelez promoteur, mais... Promoteur immobilier, bien sûr. Bah, il est ouvert à tout privé. Après, promoteur immobilier, vous en avez des gros qui font que du logement, mais vous l'avez vu, je crois qu'au rez-de-chaussée, on veut un local commercial. Donc, enfin voilà, c'est tout petit. Hein. S'il y a un promoteur, ça sera plutôt un marchand de biens. On appelle plus ça un promoteur. C'est-à-dire, c'est un tout petit promoteur. Parce que c'est pas sur la surface. Enfin, vous avez regardé le cadastre, c'est tout petit. Hein. Il y a quand même assez de surface, quand même. Oui.
bon. Ouais, on fera pas grand-chose, donc ça va pas intéresser grand monde, si ce n'est, on appelle ça un marchand de biens, qui a l'habitude de rénover l'ancien et qui va nous amener un projet avec un business plan et peut-être une rétrocession à la commune, etc. Il faut regarder ce que... Voilà, l'idée, c'est que des chefs d'entreprise nous proposent quelque chose, un partenariat public-privé, c'est dans notre ADN et c'est ce qu'on propose aujourd'hui. Et comment ça se fait que la SEM ne l'a pas pris en main, ça, pour ce projet-là? Ou est-ce que la SEM va la prendre en main? Alors, Je ne sais pas, c'est la question que je pose. Bonne question, elle pourrait, dans le cadre de ses statuts, mais c'est pas la volonté. Par contre, moi, il y a quelque chose qui me dérange dans le texte, à tout point de vue. Déjà, par rapport au contenu des pièces attendues, descriptif des grandes lignes du projet, l'architecture et la destination des surfaces aménagées ou créées. Pourquoi c'est seulement que dans les grandes lignes? Moi, je ne sais pas, quand on attend des pièces d'un projet comme ça, c'est pas que les grandes lignes qu'on veut. Il faut que ça soit vraiment décrit à la maille fine pour qu'on puisse juger. Je ne vois pas pourquoi leur demander que les grandes lignes du projet. Là, déjà, ça m'a choqué. Et puis, il y a une autre phrase qui m'a choqué encore bien plus. En cas de découverte en cours d'étude d'éléments techniques à caractère exceptionnel remettant en question l'équilibre financier de l'opération validée, le porteur du projet pourra solliciter la commune pour soumission en conseil municipal pour une prise en charge partielle du surcoût ainsi généré. Moi, je ne comprends pas cette phrase, parce qu'en fait, quand un promoteur ou un professionnel achète quelque chose, il prend les risques qui sont inhérents à ce bien. Là, je ne comprends pas pourquoi ça serait une soumission au conseil municipal pour prendre en charge le surcoût généré parce qu'il y a une grosse boulette. D'accord. La grosse boulette, ils doivent l'assumer. Malgré tout, je vous rappelle que ce travail qu'on fait là, c'est un travail de commission. C'est pas un travail du conseil municipal, nous on est là pour voter. Ceci étant, je vais vous répondre. Vous ne lisez que ça, alors ça ne change pas grand-chose. Hein. Non, mais d'accord. On ne peut pas en discuter d'un dossier. Dans aucune commission, on discute de dossier. Bah si. Non, du coup, on fait quoi, Madame Non? On joue un Scrabble quand on est en commission? C'est pas vrai. Bah non, mais on discute des dossiers quand on est en commission. Vous pouvez pas dire ça. Non. Je sais que vous êtes en campagne, on nous mais présente dites pas le ça. projet et on nous. C'est faux. Bon, bien sûr. Après, c'est vrai que vous venez pas à toutes les commissions. Ça, c'est une réalité. Mais quand vous venez, on discute des projets. Non, on discute Donc, pas. je vais quand même répondre à vos C'est une deux. discussion à sens unique, n'importe comment. Je vais répondre à vos deux interrogations et les élus ici présents voient bien que je réponds, tout comme on répond en commission. Mais c'est vrai qu'en commission, il y a moins de caméras, donc il y a moins de théâtre. Ceci étant... Non, mais c'est surtout qu'on n'a pas de Vous êtes le pièces spécialiste, monsieur le maire, pour ça. pour la com. Vous êtes enfin en train de faire un cours encore, là. Du coup, pour répondre à vos questions, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas être précis sur les pièces qu'on en attend, puisque c'est au porteur de projet de nous dire, pour équilibrer mon projet, je ne sais pas moi si vous dire s'il y en a pour 1 million, 2 millions, 3 millions pour restaurer la ferme. On n'a pas étudié, donc c'est au porteur de projet et aux différents porteurs de projet de venir nous dire, bah, au vu de ce projet, il y en a pour telle somme. Et pour équilibrer telle somme, comme vous voulez un local commercial au rez-de-chaussée, eh ben, il faut que je fasse telle pièce, tel nombre de pièces, parce que le PLUI nous exige tel nombre de parkings, etc. Donc c'est aussi à lui. Et enfin, pour répondre à votre deuxième... Donc on l'a laissé ouvert. Et pour répondre à votre deuxième question, la petite phrase à la fin, c'est aussi pour rassurer les porteurs de projet, puisque vous savez qu'on est quand même dans une zone qui peut être sensible. Donc forcément, ils vont faire passer un géomètre et une étude de sol de type G2 pour construire. Mais imaginons que quand ils cassent, parce qu'on est sur des vieilles caves, la maison elle date de 1800. J'en sais rien, ils trouvent un squelette et il y a des frais inhérents à la DRAC et c'est normal pour rassurer un porteur de projet qui puisse à un moment donné solliciter le conseil municipal en disant bah voilà c'était pas prévu mais je suis tombé sur et je dois faire des fouilles archéologiques, ça me coûte 20 000. C'est normal aussi que, enfin voilà, c'est de ça dont on parle. Nous quand on achète une maison, on l'achète comme elle est. Et on se débrouille avec ce qu'il y a. Oui, mais on ne parle pas de la même chose, Madame Noll. On parle d'un projet communal. On ne parle pas de l'achat. Puisque vous faites un appel à projet pour des particuliers, pour des promoteurs ou des gens qui sont, qui sont capables de faire le projet. Voilà. Donc là, c'est pas un particulier. Pour moi, c'est pas un particulier, c'est des professionnels. Vous comparez un projet particulier d'acheter une maison à un projet d'un professionnel qui va acheter une ferme de 1800 dans un état totalement délabré. Voilà, donc à un moment donné... ça, vous n'avez pas fait une super affaire, hein, prenons le bien sans le maître, hein, ça c'est sûr. Ce n'est pas une question d'affaire, Madame Noll. Ce conseil municipal a une responsabilité. La responsabilité, c'est d'assurer la pérennité de Mézières-sur-Seine. Je peux vous assurer que les riverains, les voisins proches, sont très contents qu'on les récupère.
Parce que c'est dans un état de délabrement, avec des fuites sur les toits, des fuites sur les solins, et ils ont des problématiques chez eux. Enfin, du coup, à un moment donné, il faut faire quelque chose. Si c'est bien de notre responsabilité de faire quelque chose. L'idée, c'est pas de faire une affaire, c'est de faire quelque chose pour la commune. Bah, faites-en un parking, ça reviendra moins cher. Merci du conseil. Voilà. Sauf qu'à détruire, au vu... Bah, depuis tout à l'heure, vous nous dites que la mairie ne veut pas dépenser d'argent parce que si elle achète, il faut ceci, cela. Et puis là, en fin de compte, si quelqu'un d'autre achète, il faudra bien lui donner de l'argent. Donc, ça revient au même. Hein. Mais non. De quoi vous parlez? Le bien, il est à Si nous. vous avez une grosse surprise, vous faites comment? Vous serez mais- bien obligé de payer alors. Mais le bien, il est à nous. Pourquoi vous me parlez d'acheter? On n'achète Non, pas. si nous, on fait les travaux nous-mêmes, comme vous avez dit tout à l'heure, il faut Ah bah faire là, ceci, c'est pour il nous. faut faire cela. Ah bah oui. Bah oui, ça coûte de l'argent. Voilà. Donc Et nous, donc, ça revient au même que si le promoteur prenait, il vous envoie une petite facture en disant il y a ça qui va pas. mais pas du tout. Vous savez ce que c'est qu'un... Enfin, vous avez lu le truc ou... Non, si, non, mais c'est on l'a bien vous lu, là. embrouillez tout le monde là, c'est pour ça. On l'a D'accord, bien mais lu. j'embrouille personne. Peut-être que vous n'avez pas compris, vous avez le droit de pas comprendre, mais au lieu d'accuser ou de balancer de la fausse information, posez la bonne question ou écoutez ce qu'on vous dit. Non, mais C'est un depuis tout à l'heure, projet. on vous écoute. Peut-être que vous vous écoutez pas vous-même, je crois, non? Bah si, enfin, je pense Je qu'ici sais pas. tout le monde a compris. Enfin Bon. bon, moi, ça me paraît bizarre cette phrase Bon. et l'appel à projet me paraît pas assez pointu et clair. En fait, là, c'est un flou artistique pour savoir ce qu'on veut. Après, c'est un flou artistique pour les pièces contenues, c'est que des grandes lignes. Moi, ça me paraît un peu pas assez borné, votre... D'accord, ça s'appelle laisser la liberté d'un projet. Chacun viendra vous proposer un projet. Sinon, on aurait fait travailler un architecte. N'importe quoi sans ça. Très bien, c'est n'importe quoi. Dans tous les cas, depuis 6 ans, on fait n'importe quoi. Vous votez contre oui, tout, donc je me doute que vous n'allez pas voter pour. Ah non, ça c'est sûr. Voilà. Et puis Donc- je trouve que vous vous précipitez bien avant les élections pour faire passer plein de trucs comme ça, alors que depuis octobre 2022, vous l'avez. Donc Ah, mais- là, ça se précipite d'un seul coup, là. avant Madame les Noll, élections. ce sujet, il date de... On l'avait passé en bien vacances en mai en 2021-2022. Il y a eu des procédures qui ont été faites. Tout ça, c'est long. Tous les sujets arrivent. On a dû débarrasser le bien. On a dû faire passer un expert en bâtiment. Enfin, voilà. Ça Allez. se fait pas du jour au lendemain. Pour nettoyer le bâtiment, ça a été fait en septembre de l'année dernière. Donc depuis septembre, vous pouviez le faire avant. Je crois pas. Rappel à projet. Non, ça a été fait en... Enfin bon. Ça a été fait en Et de 2025. cette année. Et de cette année, septembre de cette Voilà. année. Donc je pense que celui qui bafouille et qui... C'est pas moi. Bah, ça Qui dépend. s'embrouille. Des fois, ça vous arrive aussi. Hein. D'accord. Bon, en fait. Ok. Mais je sais que vous êtes la professionnelle de la fausse information. Donc je vais Non, mettre non, vos c'est voix... pas de la fausse information. Mais si. Vous me dites qu'on l'a déblayé en 2024. Non, non. C'est 2025. Mais là, votre phrase, là, c'est sûr que pour les habitants, ils ne la voient pas, cette phrase-là. C'est dans le document que seuls les conseillers municipaux ont. Mais ça reste un projet. Après, Ah oui, libre au prochain conseil municipal. Encore une fois, les gens vont proposer un projet. Si vous voulez aucun des projets, bah vous validerez aucun des projets. Et puis, si vous avez l'argent pour raser le bien, déjà, les voisins seront contents et la façade de la porte cochère, elle sera très contente. Et puis, vous ferez un parking. Libre à vous. Mais nous, notre choix, c'est de faire un appel à projet, de mettre un commerçant en rez-de-chaussée. Vous n'êtes pas d'accord, c'est très bien. Mais nous, c'est notre choix. Voilà. On est majoritaire, donc on va le voter. Et puis, bah, vous allez voter contre. Donc, je peux mettre aux voix, c'est bon, vous avez compris le sujet? Bien, je mets aux voix cette délibération. Qui est contre? Donc, Madame Nold, son pouvoir, et Monsieur Adichan. Qui s'abstient? Madame Gou. Très bien. Point numéro 3. Il s'agit d'une convention de disponibilité pour les sapeurs-pompiers volontaires. Monsieur Padelou, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Juste préciser aussi l'arrivée de Monsieur Da pendant la discussion précédente. La loi du 25 novembre 2021 visant à consolider notre modèle de sécurité civile et valoriser le volontariat des sapeurs-pompiers et les sapeurs-pompiers professionnels dispose des conditions dans lesquelles les employeurs publics ou privés peuvent participer à la continuité de la réponse opérationnelle du service départemental d'incendie et de secours, le SDIS. La commune de Mézières-sur-Seine, en tant qu'employeur, peut ainsi conventionner avec le SDIS 78 pour permettre à ses agents sapeurs-pompiers volontaires de s'engager dans cette activité annexe d'intérêt collectif. Après échange avec ce service et par mesure d'équité avec les agents communaux, il est proposé de retenir les modalités de mise à disposition des agents communaux similaires à celles qui ont été adoptées par la communauté urbaine, à savoir une autorisation de 11 jours d'absence annuelle pour effectuer des formations en tant que stagiaire uniquement, sans subrogation de l'indemnité versée aux sapeurs-pompiers concernés.
Considérant que la commune de Mézières-sur-Seine entend apporter sa contribution au service d'incendie et de secours en permettant à ses agents sapeurs-pompiers volontaires d'être régulièrement formés, il est proposé aux membres du Conseil d'approuver la convention de disponibilité d'un sapeur-pompier volontaire sur son temps de travail au profit du service départemental d'incendie et de secours des Yvelines, tel qu'annexé à la présente délibération. Merci, Monsieur Padeloup. Et je rajouterai que ceci est passé aussi en commission affaires générales. Des questions? Bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 4, subvention complémentaire pour l'AJSLM. Monsieur Martin, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. Donc, dans le cadre d'une subvention complémentaire exceptionnelle pour l'AJSLM. Pour rappel, la section football de l'AJSLM a sollicité un renfort humain auprès de la commune pour l'année sportive 2024-2025, du fait de l'absence d'entraîneur pour l'enseignement du groupe de U11-U13. Une convention de mise à disposition d'un agent communal a ainsi été approuvée par délibération du conseil municipal du 23 septembre 2024. Au terme de l'année écoulée, comme convenu, le détail du coût de cette mise à disposition a été calculé et le montant s'établit à 2 923,97 €. Il s'avère que cette charge n'est pas supportable par la GSLM. Aussi, il est proposé de lui verser une subvention complémentaire exceptionnelle du même montant. Cette décision est sans impact sur le budget communal, puisqu'un montant de 3 800 € avait été provisionné à cet effet dès le vote du budget primitif. Aussi, vu le Code général des collectivités locales, vu le budget primitif 2025, vu l'avis de la commission événementielle, vie associative, sport, culture, loisirs et commerce du 19 novembre 2025, considérant la nécessité de verser une subvention exceptionnelle complémentaire à l'AJSLM pour l'année 2025, il est proposé aux membres du Conseil, article 1er, d'approuver le versement d'une subvention complémentaire exceptionnelle à l'AJSLM pour l'année 2025 d'un montant de 2 923,97 €. Article 2, dire que ce montant est pris sur les crédits restant disponibles au compte 65 748 du budget communal 2025. Merci Monsieur Martin. Des questions? Bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Ensuite, un point technique, c'est moi-même qui le rapporte. Il s'agit de valider le rapport de la commission locale d'évaluation des charges transférées du 23 septembre 2025 de la CU. En effet, le conseil communautaire de la CU du 28 novembre 2024 a pris acte du transfert de la compétence création, gestion et extension des crématoriums à la communauté urbaine à compter du 1er janvier 2025. Ce transfert de compétences a eu pour conséquence le transfert du crématorium des Mureaux et de l'intégralité de son terrain d'assiette. Le conseil communautaire du 13 février 2025 a approuvé le transfert de la compétence membre du syndicat de gestion de la base de loisirs Val-de-Seine, exercé par la commune des Mureaux au bénéfice de la communauté urbaine à compter du 1er juillet 2025. Conformément à l'article 1609 noni C du Code général des impôts, la CLECT doit remettre dans le délai de 9 mois suivant le transfert des compétences un rapport évaluant le coût net des charges transférées, soit avant le 30 septembre 2025. C'est ainsi que la CLECT, réunie le 23 septembre 2025, a évalué le coût annuel des charges transférées de la commune des Mureaux vers la communauté urbaine à la somme de moins 45 779,23 € pour la compétence création, gestion et extension des crématoriums. Évaluer le coût annuel des charges transférées de la commune des Mureaux vers la communauté urbaine de la somme de 86 359 € pour la compétence membre du syndicat de la gestion de la base de loisirs de Val-de-Seine et appliquer ces évaluations dans le calcul des attributions de compensation de la commune des Mureaux à compter de l'année civile 2025. La compétence relative à la base de loisirs du Val-de-Seine ayant été transférée au 1er juillet 2025, elle sera pour l'année concernée évaluée à 50% du montant annuel. Ces éléments ont été intégrés dans un rapport qui est transmis par le président de la CLECT à chaque commune membre de la communauté urbaine qui doit se prononcer sur celui-ci dans un délai de 3 mois suivant sa transmission. Il est également transmis aux membres du conseil communautaire. Les conditions requises pour le rapport de CLECT soient approuvées par la majorité qualifiée des 2/3 des communes représentant 50% de la population ou inversement 50% des communes représentant les 2/3 de la population. À savoir que quelques communes, et vous le verrez, ne le passent pas parce que c'est un point technique. Vous le savez, tous les points GPSO, pendant tout le mandat, j'ai voulu les passer pour que vous ayez aussi l'information, puisque quand une commune n'émet pas d'avis en conseil municipal, ça vaut un avis favorable. Donc j'ai quand même souhaité que Mézières-sur-Seine émette un avis pour la bonne compréhension de tous. Il vous est donc, chers collègues, proposé d'adopter le rapport de la CLEC du 23 septembre 2025 de la communauté urbaine Grand Paris Sénéoise. Rapport que vous avez eu en annexe. Des questions?
C'est bon, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Monsieur Adichan s'abstient. Vote à l'unanimité, je vous remercie. Ensuite, il s'agit de l'instauration de l'indemnité de missoupli pour les élections municipales de 2026. Monsieur Padelot, je vous laisse la parole. Merci. Pour les élections municipales, la préfecture délègue les opérations de missoupli de la propagande électorale aux communes. Dans ce cadre, la préfecture conclut avec chaque commune une convention relative à la réalisation de l'adressage, de la missoupli et du colisage de la propagande électorale. Cette convention prévoit le versement d'une dotation forfaitaire dont le montant est déterminé par la préfecture et mentionné dans la convention. Cette dotation forfaitaire a vocation à couvrir la rémunération des personnes recrutées pour effectuer les opérations recensées ci-dessus. Le terme de rémunération signifie que les charges sociales sont incluses. Le règlement d'éventuels frais annexes, exemple location de salle. S'agissant de la rémunération du personnel, les règles suivantes s'appliquent. Les travaux de missoupli de la propagande électorale sont réalisés par les agents communaux en dehors de leurs heures habituelles de travail. De ce fait, il convient de rémunérer ce temps de travail en leur attribuant une indemnité distincte des indemnités allouées en compensation des heures supplémentaires ou complémentaires ou des temps d'astreinte et de permanence. La rémunération de ce temps de missoupli est soumise au principe de parité. Une indemnité allouée aux agents de la fonction publique territoriale doit être allouée aux agents de la fonction publique d'État et au principe de l'égalité. L'indemnité doit être prévue par un texte. De ce fait, la rémunération s'appuie sur le décret numéro 2012-498 du 17 avril 2012 qui prévoit que les agents publics de l'État qui, lors d'une élection politique, participent à la missoupli de la propagande électorale bénéficient d'une indemnité de missoupli. La commune attribue ainsi aux agents permanents et à ceux qu'elle a recrutés spécifiquement pour participer à ces opérations une indemnité de missoupli dont le montant cumulé pour l'ensemble des agents concernés est au maximum équivalent au montant de la dotation forfaitaire allouée par la préfecture. Le montant de la dotation forfaitaire est déterminé par le préfet en fonction notamment du nombre d'électeurs inscrits, du nombre de listes ou de candidats, du nombre de documents missouplis, du nombre d'heures travaillées ou encore du niveau des tâches d'encadrement confiées à certains agents. Le montant global d'indemnité de missoupli est réparti de façon égale entre les agents communaux ayant participé aux opérations de missoupli en tenant compte du nombre d'opérations de missoupli auxquelles chaque agent a participé. Le versement est effectué en une seule fois sur présentation d'un état nominatif arrêté, daté et signé par le maire. Il est donc proposé aux membres du conseil municipal d'instaurer l'indemnité de missoupli pour les élections municipales de 2026. Considérant qu'il convient de rémunérer les agents qui vont assurer les travaux de missoupli de la propagande électorale pour les élections municipales de 2026 dans la limite de la dotation forfaitaire attribuée par la préfecture pour chaque élection est fixée dans la convention relative à la réalisation de l'adressage, de la missoupli et du colisage de la propagande électorale, il est proposé aux membres du Conseil, article 1er, d'instaurer une indemnité de missoupli de la propagande électorale pour les élections municipales 2026, article 2, de fixer le montant global de cette indemnité à hauteur du montant maximum de la dotation forfaitaire mentionnée dans la convention relative à la réalisation de l'adressage, de la missoupli et du colisage de la propagande électorale conclue avec la préfecture. Article 3, de répartir le montant global de cette indemnité de façon égale entre les agents bénéficiaires en tenant compte seulement du nombre d'opérations de missoupli auxquelles l'agent a participé. Article 4, d'autoriser le maire à verser une indemnité de missoupli à chacun des agents ayant participé à la missoupli d'une élection dans les conditions fixées à l'article 3. Article 5, d'acter que les crédits nécessaires seront inscrits au budget principal 2026. Article 6, et dernier article, d'acter que le maire est chargé de prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci, Monsieur Padelou. Des questions? Bon, c'est comme à chaque élection, vous savez. Je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 7, renouvellement de la convention avec l'IME du Breuil pour 2025-2026. Madame Melary, je vous laisse la parole. Merci Monsieur Fontaine. Bonsoir à tous. Pour mémoire, dans le cadre de son engagement en faveur de l'inclusion des enfants atteints d'un handicap, le Conseil municipal a autorisé pour l'année scolaire 2024-2025 la signature d'une convention de partenariat entre l'Institut médico-éducatif du Breuil et l'accueil de loisirs, dont l'objet est la sensibilisation à l'autisme au travers d'ateliers ou de sorties partagées avec l'ALSH. Il est donc proposé de reconduire cette convention pour l'année scolaire 2025-2026 et il est rappelé que cette convention est établie sans aucune contrepartie financière. Considérant que la convention de partenariat avec l'IME du Breuil vise à l'acceptation et à l'insertion des enfants atteints de troubles autistiques, considérant que cet objectif est partagé avec ceux portés par les structures enfance-jeunesse de la commune, il est proposé aux membres du Conseil,
Article unique, d'approuver le renouvellement de la convention partenariale avec l'IME du Breil pour l'année scolaire 2025-2026 et d'autoriser Monsieur le maire à la signer et à en suivre l'exécution. Merci Madame Elouari. Des questions? Bien, je mets aux voix. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, je vous remercie. Point numéro 8. Avenant numéro 1 à la convention d'intervention foncière avec l'EPFIF pour la ZAC des Fontaines. Madame Drouet, je vous laisse la parole. Bonsoir, merci Monsieur le maire. En effet, pour rappel, la commune et l'établissement public foncier d'Île-de-France se sont associés pour intervenir sur le secteur de la ZAC des Fontaines, créée par délibération numéro 2103-38 du 25 novembre 2013. Une première convention de veille foncière a été signée avec l'EPIF en 2010. Une seconde convention de maîtrise foncière a ensuite été conclue en décembre 2013 pour une durée de 4 ans. Elle a ensuite fait l'objet d'une prolongation par convention adoptée par délibération du 22 juin 2017, avec une date butoir au 30 juin 2026. Compte tenu de l'avancée de ce projet, il convient d'envisager l'adoption d'un avenant permettant d'en proroger la durée d'1 an afin de ne pas mettre en péril les démarches d'acquisition en cours. Le contenu restant de la convention est inchangé. Considérant qu'il convient de prolonger la convention précitée d'1 an pour se prémunir de tout risque juridique dans le cadre des acquisitions en cours, du fait de la période électorale de mars 2026, il est proposé ce soir aux membres du Conseil, article 1er, d'approuver l'avenant numéro 1 à la convention d'intervention foncière conclue entre la commune et l'établissement public foncier d'Île-de-France, et article numéro 2, d'autoriser Monsieur le maire à la signer et en suivre l'exécution. Très bien. Merci. Madame Drouet, des questions? Madame Nolde. Pourquoi la faites-vous signer aujourd'hui, puisqu'elle va jusqu'au 30 juin 2026? On avait le temps de faire une prolongation, un avenant de prolongation. Parce que les élections sont en mars, on avait encore 3 mois pour arriver à refaire cet avenant-là. Pourquoi cette précipitation? Vous ne faites pas confiance au vote des habitants ou... Non, mais ce n'est pas une précipitation. C'est que vous savez très bien qu'il y aura une élection 15 et 22 mars. Temps d'installer, etc., ça va être avril-mai. Une convention qui tombe au mois de juin, ça serait responsable de la laisser. Faut la repousser d'1 an, c'est ce qui vous est proposé. On n'est pas en train de voter de la repousser de 5 ans. On la repousse d'1 an. Si demain vous êtes élu et que vous voulez la casser, cette convention, vous la casserez, pas de souci, Madame Nolde. Faut pas s'énerver. C'est repoussé d'1 an. Je vous pose une question seulement. Tout va bien se passer, Madame Nolde. Oui, on verra bien. On peut poser des questions quand même. Ah, vous pouvez, mais en posant une question, vous n'êtes pas obligé d'insinuer. Le terme précipitation n'était peut-être pas adapté à la situation. C'est bizarre, parce que c'est pareil pour le 70 national, et là c'est pareil, ça se précipite vite fait. Madame Nolde, je vous rassure, tout est bizarre, mais je l'ai dit, même si ça, c'est désagréable pour vous. J'ai été élu maire en 2020, je serai maire jusqu'au dernier jour. Oui. Donc, les sujets, je les gère. C'est pas parce que vous êtes en campagne électorale que je vais arrêter de travailler pour la commune. Ah non, vous on y continue. êtes beaucoup plus que nous, en campagne électorale. Bien sûr. Et par contre, à ce sujet-là, justement, on n'a pas eu votre dépliant avec vos pourcentages de réussite. Ça, c'est un point divers, Madame Nolde. C'est un point divers. Oui. Mais là, vous me l'amenez sur un plateau, c'est tellement beau de le dire en même temps. D'accord. Incroyable. Bon, au moins, vous avez fait rire tout le monde. Du coup, j'éteins mon micro. Du coup, pour voter ce point numéro 8, cet avenant, merci Madame Drouet. Les questions étant terminées, je mets aux voix qui est contre, qui s'abstient. Monsieur Adichan s'abstient. Vote à l'unanimité, je vous remercie. 9e et dernier point, chers collègues, contrat de prestation de service de point relais avec la société Pick-up Service. Monsieur Padelou, je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le maire. La Poste a créé son propre service de colis relais dénommé Pick-up, permettant aux consommateurs achetant un bien sur Internet de pouvoir retirer dans une enseigne à proximité de son domicile, de le retirer, pardon. Cette prestation est gratuite pour l'acheteur. Le service consistant à stocker et vérifier l'identité puis délivrer le colis est quant à lui rémunéré par la société Pick-up Service. Compte tenu du fait que la commune dispose d'une agence postale à large amplitude horaire d'ouverture et que ce service peut répondre à un besoin de la population, il est proposé de contractualiser avec la société Pick-up pour que l'agence postale propose ce service de point relais. La rémunération à percevoir dépend du poids du colis, de la période de l'année et des éventuels services complémentaires proposés. Considérant que le groupe La Poste a créé un service de
colis relais via la société Pick-up Service, considérant que ce service permet de mettre à disposition dans un point relais des colis commandés via Internet, considérant que ce service est similaire à ce qui est déjà effectué par l'agence postale communale, considérant que ce service répond à un besoin de la population méziéroise, considérant que les dispositions du contrat proposé par la société Pick-up ne remettent pas en cause l'activité de service public portée par la commune, il est proposé aux membres du Conseil, article 1er, d'approuver le contrat de prestation de service avec la société Pick-up Relais, tel que rédigé en annexe. Article 2, d'autoriser Monsieur le maire à le signer et en suivre l'exécution. Merci, Monsieur Padelou. Des questions sur ce dernier point? Moi, j'en ai une. Oui, Madame Noël. Qui va réceptionner les colis et vérifier les pièces d'identité? C'est un employé de Pick-up ou c'est un employé de la Poste? Ça sera au même titre que pour la partie agence postale communale, la même personne. Mais la partie poste de France Service, c'est la commune qui le paye. C'est Oui. un salarié de la commune. Oui, ce sera la même personne. Donc en fait, c'est un employé communal qui va travailler pour la société Pick-up? C'est un service supplémentaire qui est octroyé aux Méziérois. Et ce service ne va pas surcharger la personne qui est en charge de l'accueil de l'agence postale. Et donc oui, il y a bien une personne qui va être en charge de cette activité-là. Parce que là, des points relais pick-up, il y en a déjà sur la commune. Il y a plein de commerces qui rend déjà ce service. Ça va être encore un point encore relais supplémentaire? Oui, c'est surtout parce que les points qui existent aujourd'hui, ils ne sont pas de niveau professionnel. Et l'idée de mettre ce service à disposition de France Service, c'était justement de professionnaliser davantage ce qui est en place sur la commune. Et pour rappel, quand on a ouvert l'agence postale communale, puisque je vous rappelle qu'avant 2020, la Poste était ouverte 12 heures par semaine. Aujourd'hui, la Poste, qui est portée par la commune, est ouverte du mardi au samedi. C'est un choix qu'on a fait. Et la Poste nous verse 1 400 € par mois pour notamment ce service postal que nous prenons à notre charge, avec un agent communal. Et en complément, du coup, M. Padelou a proposé à la majorité d'ouvrir ce point relais qui va lui demander un petit peu de travail en plus, mais ça reste le même agent. Et il y a aussi, si vous avez lu convenablement la convention, on a une contrepartie financière aussi. Donc la Poste va nous verser, mais comme elle le fait avec... Voilà, mais l'idée c'est de centraliser. On a un bureau de poste, et historiquement, il y a 30 ans, quand on allait au bureau de poste, on faisait les colis, les timbres, enfin, c'était comme ça. Donc l'idée c'est aussi, on a un bureau de poste qui est financé par la Poste et la collectivité, pour le bien-être des Méziérois, mais en complément, maintenant, tous les colis passeront aussi par ce bureau de poste. D'accord. Seulement les pick-up. De quoi? Attendez. Seulement les pick-up. Seulement les Ce qui pick-up. n'est pas le cas Il y a des pas, GAFA ou GAFAM, comme on dit. Il n'y a pas les mondial relais ENCO, c'est seulement Voilà. le pick-up. D'accord. On ne va pas citer toutes les marques que vous devez non, connaître, non. mais Je ne connais pas tous non plus. Je n'en vois pas beaucoup de colis. bien. Maintenant que vous avez répondu sur ce dernier point, je mets aux voix. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. J'ai reçu une seule question orale de M. Pinchot. M. Pinchot, je vous laisse la poser et je vais vous répondre. Merci, Monsieur le maire. Alors, ma question concerne une mesure dont on ne sait plus très bien si elle va entrer en vigueur, si elle est suspendue ou si elle est supprimée, mais qui a trait à quelque chose d'important puisqu'il s'agit du pouvoir d'achat des Méziérois, des Français d'une manière générale. C'est la revalorisation ou la mise à niveau, plus exactement, des bases des taxes foncières des logements qui comportent des éléments de confort, entre guillemets éléments de confort, car il s'agit de l'eau courante, de l'électricité, des toilettes, une douche, ou un chauffage ou une climatisation. Donc, comme c'est une question qui est quand même, on va le voir, au niveau des conséquences financières pour les Méziérois potentiellement, puisque là encore, on n'a pas toutes les précisions qui permettraient de savoir qui verra sa base réévaluée et dans quelle proportion. Donc je voulais interroger Monsieur le maire et lui demander ce qu'il pensait de cette mesure. Alors c'est arrivé fin novembre, donc c'est très récent. Le gouvernement, via la Direction générale des impôts d'ailleurs, parce que c'est une mesure
qu'on a voulu faire passer pour une mesure plus ou moins administrative, un peu en douce, qui annonçait donc une mise à jour massive des bases foncières pour 2026. Ça concerne en effet 7 400 000 logements en métropole, soit environ 25% des maisons et 15% des appartements. La hausse moyenne estimée après cette réévaluation serait de 63 € par logement. Et pour les collectivités locales, cette mise à jour pourrait représenter une rentrée supplémentaire d'environ 466 millions d'euros par an. Donc ce n'est pas une mesure neutre et sans effet. Alors évidemment, dès l'annonce de cette mesure, il y a une très forte opposition qui s'est levée. D'abord parce qu'elle est annoncée comme étant automatique, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de vérification, il n'y a pas besoin de déclaration, pas de vérification systématique, donc elle risque d'être arbitraire. Beaucoup ont mis en doute la présomption que tous les logements disposent désormais de l'ensemble des critères de confort, puisque la justification de cette mesure, c'est qu'on suppose que désormais tous les logements ont ces équipements. Donc on prend le risque d'imposer des taxes injustifiées. Et cette réforme, on le voit, a été mise en place de manière un petit peu, on ne va pas dire secrète, mais discrète, et très rapidement, sans concertation avec les personnes concernées. Alors, il y a eu des réactions négatives de la part de nombreux élus locaux. Alors, je ne sais pas si on en a parlé au Salon et au Congrès des maires de France, mais sans doute. Il y a eu des débats également à l'Assemblée nationale. Les députés Rassemblement national ont mis le projecteur sur cette mesure qui devait rester discrète. Du coup, le gouvernement a reculé la mise en œuvre de cette réforme, mais sans renoncer à son principe. Quelles seraient les conséquences concrètes pour les Méziérois ? Alors, tous les propriétaires ne seront pas impactés par cette hausse automatique des bases imposables, puisque il y a déjà sans doute des propriétaires pour qui on a supposé qu'ils avaient ces, entre guillemets, éléments de confort. On ne sait donc absolument pas quelles sont les propriétés pour lesquelles cette réévaluation des bases imposables va jouer, et quelle est, à Mézières-sur-Seine par exemple, la proportion de logements concernés. Moi, je ne le sais pas. Je ne sais pas si la direction des impôts vous a donné des chiffres, mais en tout cas, c'est pas très clair. Bon, on sait que, évidemment, beaucoup de gens attendent des recettes complémentaires dans les mairies. La suppression de la taxe d'habitation a fait que les communes sont désormais financées essentiellement par les impôts sur les taxes foncières. Et chaque propriétaire a pu observer l'augmentation importante de cet impôt local sous le double effet de l'augmentation des taux d'imposition des communes et des intercommunalités d'une part, et d'autre part, les revalorisations automatiques chaque année de la base imposable. Alors, si je prends l'exemple de Mézières-sur-Seine, j'ai amené mes feuilles d'imposition, donc je ne pense pas que ce soit des informations contestables. En tout cas, j'ai amené ici les justificatifs. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, 2025 ? Eh bien, moi, j'ai constaté que les taxes foncières ont augmenté de plus de 70%. Alors, les causes de cette augmentation, elles sont connues.
chaque année, depuis 2020, on a une revalorisation de la base imposable qui a monté en puissance et puis qui, à l'approche des élections, est un petit peu redescendue. 0,22% d'augmentation en 2021, 3,40% d'augmentation en 2022, 7,10% en 2023. Alors là, on est au sommet de la revalorisation des bases imposables. Et puis plus 3,90% en 2024 et plus 1,71% en 2025. Donc on voit qu'à l'approche des élections municipales, la sagesse fiscale revient. Nous avons eu en 2022 la mise en place d'une fiscalité intercommunale, GPSEO, qu'on ne connaissait pas avant, donc plus 6%. Et puis en 2023, nous avons une augmentation de 6,57 points du taux d'imposition communal, qui, je le rappelle, a été voté par l'équipe majoritaire de ce conseil municipal. Et en ce qui me concerne, j'ai vu que le taux d'imposition passait de 31,68% à 38,25%. Et puis il faut ajouter la cerise sur le gâteau, c'est l'augmentation de la taxe des ordures ménagères, dont le taux est passé de 4,04% en 2020 à 7,95% en 2025. Soit, si on combine l'augmentation des taux avec la revalorisation des bases, eh bien on constate que la taxe des ordures ménagères a augmenté, elle a plus que doublé, elle a augmenté de 130% entre 2020 et 2025. Alors, je ne sais pas ce qu'en pense Monsieur le maire de cette nouvelle potentielle revalorisation des bases et de l'effet massif qu'elle pourrait avoir sur l'imposition des Méziérois. Mais en tout cas, si on pouvait faire un vœu au Père Noël cette année, ce serait sans doute que ce projet ne soit pas reporté, mais complètement supprimé, retiré. Très bien. Merci, Monsieur Pinchot, pour votre question. D'abord, sachez quand même que tous les chiffres que vous avez cités en augmentation sont votés par l'Assemblée nationale chaque année et souvent liés à l'inflation. Enfin, même si on peut toujours regarder le verre à moitié plein, à moitié vide, vous avez nos votes. Oui, mais c'est pas nous qui l'avons voté, c'est l'inflation, c'est l'Assemblée nationale. C'est faux ce que je dis ou pas? C'est pas l'Assemblée nationale qui a voté les 7,10%. Oui, pardon. J'ai bien expliqué qu'il y avait les revalorisations de base. Oui, mais c'est ce que j'explique, ce qui n'est pas notre sort. Et ce que citer, en fait. Mais il y a quand même la fiscalité intercommunale. Oui. Du coup, je peux répondre ou... du... Je sais que le Rassemblement national n'a pas l'habitude dans les débats de laisser parler les opposants, mais je peux vous répondre. Vous avez lu un texte, je vais vous lire ma réponse. Il est facile de dire qu'on a cité ça, puis ensuite de chiffrer, de lancer des chiffres en escalade. Celui qui nous écoute entend plus 1, plus 3, plus 7, plus 5. On a l'impression qu'on a augmenté les impôts tous les ans. Ce qui est faux. On n'a pas augmenté les impôts tous les ans. Si, c'est vrai. On a augmenté les impôts tous les ans. Mais non, c'est l'Assemblée nationale qui vote le budget, c'est l'Assemblée nationale, c'est les communes, c'est les intercommunalités. Mais pour les gens qui paient des impôts, oui, mais on a augmenté les impôts. C'est pas le conseil municipal qui a augmenté les impôts tous les ans, c'est l'Assemblée nationale. D'accord. Je sais que vous voudriez être à l'Assemblée nationale, vous n'êtes pas. Non, mais... Et oui, c'est pas nous. Vous savez, il y a des communes en France où on a baissé les impôts pour justement compenser l'augmentation qui était votée des bases imposables. C'est pas notre cas. C'est pas notre cas. Ça, c'est du coup, je peux finir ma réponse. Ensuite, pour continuer sur ma réponse, vous citez que votre taxe foncière a augmenté de 70%, soit vous pouvez voir des communes les plus proches de nous qui ont augmenté de 150, 160, 200% leur taxe foncière. Aujourd'hui, malgré tout, vous l'avez dit aussi dans votre préambule, la suppression de la taxe d'habitation a de fait rendu les propriétaires seuls contributeurs de leur commune.
Et en effet, quand on augmente une taxe, alors qu'avant on avait les deux, on pouvait faire payer le locataire ou de temps en temps le propriétaire, là on n'a plus que le propriétaire. Aujourd'hui, moi personnellement, même si en effet ma taxe foncière a augmenté comme vous de 70%, si je compare avant, taxe d'habitation plus taxe foncière, je suis encore aujourd'hui gagnant vu que je n'ai plus de taxe d'habitation, ni je n'ai plus de taxe télé non plus. Donc si je compare les deux, enfin les trois, je suis encore gagnant sur avant. Vous pouvez faire l'exercice, je l'ai fait. Oui, ce sera un calcul à faire. Après, attention aux chiffres aussi, puisque vous parlez en pourcentage et vous parlez de l'atome, la taxe des ordures ménagères. Vous pouvez dire on a augmenté de 130%, c'est énorme, ça fait peur à tout le monde. Une taxe des ordures ménagères, c'est 4,04%, donc ça veut dire qu'on part de 30 € pour certains foyers. L'augmentation, c'est plus 45 €. Enfin, voilà, je vous dis juste, il faut bémoler certains chiffres. En tout cas, je souhaite rappeler une chose simple, c'est que la question que vous évoquez, c'est-à-dire la mise à niveau national des bases foncières liées aux éléments de confort, relève exclusivement de l'État et de la Direction générale des finances publiques. Il s'agit d'un dispositif imaginé dans les années 1960, je n'étais pas né, et depuis à chaque mandat présidentiel, Bercy ressort l'idée, annonce vouloir la mettre en œuvre, elle n'a jamais été appliquée. Nous en sommes donc au même point, une annonce, un tollé général, une suspension, une consultation à venir et très probablement une nouvelle mise sous le tapis. À l'approche des échéances nationales, puisque vous parlez des élections municipales, mais c'est surtout, à mon sens, vu que c'est la responsabilité nationale, je serai très clair, je ne crois absolument pas à une application en 2026, ni même en 2027 de cette réforme. Si jamais l'État décidait réellement d'aller au bout, ce qui serait une première en 60 ans, ce sera encore une fois une décision nationale. Les maires n'ont aucun pouvoir, ni pour l'imposer, ni pour l'empêcher. Si vous souhaitez interpeller quelqu'un, ce n'est pas moi, le maire de Mézières, qu'il faut interpeller, mais votre député qui vote les lois et contrôle l'action du gouvernement. Pour ma part, ce qui m'inquiète vraiment, et ce sur quoi les maires devraient collectivement se mobiliser, c'est le projet de loi de finances 2026 et notamment le futur dispositif d'ILICO, destiné à combler le déficit structurel de l'État, une nouvelle fois en sollicitant les collectivités locales qui, elles, pour leur part, sont obligées d'être à l'équilibre. Ça, pour moi, c'est un vrai sujet majeur pour l'avenir de nos finances communales, bien plus que cette réforme fantôme des éléments de confort. Pour conclure, je comprends que vous posiez cette question, mais j'observe aussi, et je le dis sans agitation, qu'à l'approche des élections municipales, certains utilisent le conseil municipal comme une tribune politique. Le conseil municipal, même filmé, n'est pas une salle de campagne électorale. Les réseaux sociaux suffisent déjà largement pour cela, parfois hélas avec leur lot d'invectives, d'approximations et de fausses informations. Pour ma part, je souhaite et j'invite chacun ici à en faire autant, que la période qui s'ouvre soit une campagne d'idées, de projets pour Mézières-sur-Seine, et non une campagne fondée sur les attaques personnelles. Nos habitants méritent mieux. Ils attendent de nous une vision, du travail et des propositions concrètes pour l'avenir de leur commune. Je vous remercie. Et Madame Nolde, avant de clôturer, je vais répondre à votre question, puisque j'ai eu les chiffres sur la patinoire. Donc l'année dernière, nous avons vendu 562 tickets, donc à peu près exactement 1124 € de recettes, plus 450 environ tickets offerts dans les écoles, ce qui fait à peu près 1000 patineurs, plus les écoles avec leurs professeurs qui viennent en semaine avec les classes pendant le temps scolaire. Voilà les chiffres. Je vous remercie, je vous souhaite des bonnes fêtes de fin d'année. Je vous donne rendez-vous samedi pour le lancement des illuminations de la patinoire du Trail de Noël. Et à bientôt.